Matic, c'est une vraie bonne nouvelle. On vient d'en parler. Si ça se finalise totalement, c'est un vrai gros truc. Aïdara, en revanche, vous connaissez le latéral gauche, 31 ans d'expérience du patron du vestiaire qui partirait donc à Nantes, le chassé-croisé enclenché. Enfin, moi, ça me surprend quand même qu'un Aïdara accepte d'aller à Nantes, même s'il va jouer plus qu'à Lens, avec ce que tu vis à Lens, avec la chaleur qu'il y a, t'es un taulier du vestiaire. Ok, peut-être qu'il veut un peu plus jouer au foot. Il a été beaucoup blessé ces 2 dernières années quand même. Oui, il y a de la concurrence. Ils ont fait venir là un Équatorien Lens pour jouer encore côté gauche. Donc il y a Machado qui est blessé. Il y a beaucoup de concurrence. Donc il doit se dire, allez, j'ai envie de rejouer au foot plus souvent. Il y a de la place côté gauche à Nantes puisque Merlin va partir. Mais Nantes, qui regarde derrière avec Gourvenec qui ne trouve pas du tout la bonne formule, perd un de ses meilleurs joueurs de l'effectif contre Cher, ok, à l'Olympique de Marseille, ça va être 10-12 millions d'euros certainement. Tout le monde est content à Marseille. À Nantes, honnêtement, si j'étais supporter nantais, waouh, je me pose la question des choix et de l'amélioration de l'effectif. À quel moment ça s'améliore? Merlin et Dara, bon, je vois pas. Aïdara, joueur fiable, hein, intéressant. Il n'y a pas de trouver des bons joueurs de couloir et tout, c'est compliqué en Ligue 1, mais c'est très bien. Mais pour sauver Nantes, parce que là, il faut y penser à Nantes, là, maintenant de se sauver. Alors, il y a pire, il y a Clermont, il y a Lorient, mais avec Metz, peut-être avec Toulouse, même si Toulouse a fait des bons réajustements au mercato d'hiver, j'en parlais, ce que n'a pas fait du tout Clermont. Donc, je vois bien Lorient pour l'instant et Clermont dans la charrette. La troisième côté barrage. Je m'inquiète pour Nantes. Voilà. Donc ça c'est dit. En revanche, ça libère Merlin pour aller à l'OM. J'avais préparé ce titre, Merlin ou Tavares ou on ne sait pas à l'OM. Pourquoi j'ai mis où on ne sait pas à l'OM? Parce que du côté de l'Olympique de Marseille, c'est très simple et tout le monde le confirme désormais, ce que je vous dis depuis des mois et des mois, c'est que l'OM envoie des pistes dans tous les sens. Et ensuite, se pose la question auprès des agents de savoir qui ils vont activer au dernier moment. Donc, du côté de l'Olympique de Marseille, il y a souvent plusieurs choses qui sont mises en place pour avancer. Les agents y croient, ne reçoivent plus de coups de téléphone et du jour au lendemain, c'est bon, c'est pour demain. Voilà. Mais ils avancent beaucoup sur beaucoup de sujets en amont. Voilà. Et on me posait la question d'ailleurs ce matin, savoir mais pourquoi il n'y a jamais d'officialisation de deal de transfert au 1er janvier, au 3 janvier, au 2 janvier. C'est très rare. Oui, c'est vrai. Alors, il y a le PSG, par exemple, qui avait travaillé avec le Brésil en amont pour faire venir le défenseur central et le milieu de terrain qui était blessé. Et donc, cette façon de faire est réelle avec des clubs à l'étranger sur des championnats qui ne sont pas sur le même créneau, le même calendrier, ça peut fonctionner. Mais quand c'est club européen, club d'un même pays, normalement, vous n'avez pas le droit de contacter le joueur directement, vous devez passer par le club, donc il faut avoir des autorisations. En plein cours de saison, souvent, les joueurs disent « Non, mais je suis concentré, on verra ça après ». Donc c'est pour ça que souvent, les négos, les prises de contact se font bien sûr avant, mais ensuite, on rentre dans le dur au début du mercato, quand le mercato s'ouvre réellement. C'est pour ça que moi, je militerais plutôt pour réduire la taille des mercatos et pour obliger à ce que tout se fasse beaucoup plus vite, et sachant que, oui, il y a des contacts hors mercato. Mais donc là, on a un peu des choses qui font que le système traîne. Voilà. Tout fait traîner et on attend bien sûr tous les 8 derniers jours du mercato, voire les 5 derniers jours maintenant pour accélérer les choses parce qu'on aura des prix moins élevés, parce que on est vraiment dans la dernière ligne droite. Donc, tomber à des mercatos qui durent 15 jours me dérangerait pas parce que un mois, il y a toujours les 15 premiers jours assez inutiles. En effet, les amis. Salut Stream Fishing, ça fait un moment. Salut à Jimmy Le Seigneur également connecté. Donc Merlin ou Tavares, vous avez dit en exclu aussi la semaine dernière que Tavares donc était bel et bien contacté et qu'il attendait 7 semaines pour qu'on lui donne une réponse, mais lui il était chaud. Là il y a son anniversaire, je crois, Tavares.
prévu en grande pompe d'ici fin du week-end. Est-ce que c'est l'homme de la situation pour revenir à l'OM? Moi, je suis pas pro de revenir avec les ex. Tavares, pour moi, il a explosé en plein vol aussi à l'OM. S'il est à Nottingham Forest, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, il a aussi fait 2-3 bons mois à l'OM qui peuvent laisser espérer d'autres choses. Avec un Gattuso qui le cornac, pourquoi pas? C'est pas un mauvais gars, mais voilà. Concernant Tavares, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que Nottingham Forest, qui c'est qui chapeaute beaucoup, c'est Mendes, Jorge Mendes, et que avant, Jorge Mendes ne travaillait jamais avec l'OM, que désormais les réseaux de Benatia et pour le futur de l'OM, quelques gros agents se sont rapprochés naturellement de l'Olympique de Marseille, où avant, il n'y avait pas un euro. D'ailleurs, en parlant de l'OM, il y a Giovanni Reina, pas Reno, mais Reina, l'Américain qui serait entre l'OM, l'Angleterre ou l'Espagne. À voir aussi comment ça va se décanter. Là, c'est impossible de savoir parce que le mercato, en une nuit, les choses peuvent changer. Mais concernant l'Olympique de Marseille, il y a un tableau qui est sorti, s'appelle le Deloitte Football Money League. Le cabinet Deloitte, spécialiste en tant qu'intermédiaire, analyse business, fusion, acquisition, vente, cession, achat de clubs. Il vous aide un petit peu dans tout si vous êtes dans ces choses-là. Le cabinet Deloitte a publié donc sa Football Money League avec ce classement des clubs qui gagnent le plus d'argent. Et l'OM rentre désormais à la 20e place. Si vous gagnez le plus d'argent, ça ne veut pas dire que vous êtes le plus rentable non plus. À l'image de l'OM qui a perdu plus de 500 millions d'euros sur les 7 dernières années. Parce que quand vous gagnez un gros chiffre d'affaires, si vous en dépensez plus que votre chiffre d'affaires, vous perdez de l'argent. Mais, on peut voir non pas sur ce tableau-là qui est pas assez précis, que le Paris Saint-Germain est passé donc à la 3e place des clubs qui gagnent le plus d'argent devant le FC Barcelone. Truc de fou quand même. Et c'est là qu'on se rend compte de l'explosion marketing de ce club. Rappel des explications de ce tableau. On est sur des évolutions sur les saisons 2021 à 2023. Donc, ne vous faites pas d'idées sur finalement aussi l'apport de CMA qui est un petit peu flou à l'Olympique de Marseille. On est sur les revenus. Il y a marqué les clubs les plus riches en 2024, ça c'est un tableau de 90 minutes qui a été réalisé, c'est faux. C'est les clubs les plus riches à la fin de l'année 2022-2023. Et il y a beaucoup d'éléments manquants. Il y a l'OM qui bénéficie énormément dans ce tableau des revenus tombés du ciel de CVC. Donc ça a joué. Mais il y a aussi beaucoup de trous dans leur analyse, et ils le disent eux-mêmes, hein, d'ailleurs, quand vous allez dans le truc, c'est expliqué qu'il y a des éléments qu'ils n'ont pas. Donc, il faut se fier à ça comme quelque chose pour se donner une idée, mais absolument pas pour se donner des certitudes sur la situation, puisque on nous parle d'augmentation, l'OM de plus 20% depuis de 2021-2022 à 2022-2023. Ça va complètement sur l'évolution du club dont je vous ai parlé de 2021 à 2023 avec la hausse des recettes, de nouveaux sponsoring, avec un club qu'il fallait valoriser. Et en effet, le club a pris 20, 30, 40% de valorisation entre 2020 et 2023. Voilà, ça concourt à ça. Concernant le Paris Saint-Germain, pareil, on est complètement sur les années Star System, Messi, Neymar, Mbappé, donc ça fait exploser le nombre de contrats comme ceux avec Goat ou d'autres marques. Donc le club, oui, a généré énormément de revenus. Justement, ça correspond aussi à une période où c'est pas parce que le club Paris Saint-Germain générait énormément de revenus qu'il était plus rentable, puisque sur ces années-là, il y a aussi beaucoup de pertes où le Qatar est obligé de renflouer. Donc voilà, c'est pour vous dire, ça ne correspond pas non plus, ça correspond à des rentrées d'argent. C'est ça qu'il faut analyser. On parle argent, on parle de dessous, on parle de face cachée. On parle aussi rapidement et je regarde vos commentaires, de Jorge Sampaoli, qui l'a dit en une de l'équipe, 3 pages d'interview intéressantes d'ailleurs depuis en visio depuis le Brésil, et Sampaoli qui explique à nouveau son départ de l'OM, puisque ça avait déjà
pas via lui directement, mais fuiter à droite à gauche. Moi, je vous avais déjà donné une version, on va la redonner clairement, carré. Sampaoli qui dit ce n'est plus le même projet. Ce que m'a mis Pablo Longoria entre les mains quand je suis arrivé, c'est une équipe complémentaire, c'est une équipe avec des fortes têtes, avec des joueurs techniques, avec des joueurs physiques. Il explique avec des super défenseurs relanceurs comme Saliba, etc. Et donc Sampaoli explique que Longoria lui a mis un très très bon projet. Moi, ce que je vous dis, bien sûr, c'est que quand Sampaoli il arrive, qu'on lui casse sa clause au Brésil, on lui dit le club est en train de muter, tout va être transformé puisqu'on est à l'époque, donc en mars 2021, souvenez-vous, on est un mois après les incidents de la commanderie, un mois après la signature du pacte de fusion-acquisition, avec des nouveaux moyens qui doivent arriver, avec un centre de formation balayé, tout qui change à l'Olympique de Marseille. Donc le projet qu'on lui a vendu, c'est t'inquiète pas, le club va être bouleversé. Donc viens maintenant et tu vas voir, ça va changer. Un an après, et je vous ai dit qu'il allait rester qu'un an si ça bougeait pas, et ça a été le cas. Un an après, Jorge Sampaoli part. Et donc, un peu pour certains, surprise générale, ceux qui ne suivaient pas des foot ou autres. Sauf que lui explique les choses. Je voulais que Marseille gagne le championnat. Est-ce que vous vouliez Antoine Griezmann ou Renato Sanchez, des joueurs hors budget? Non, non, ce sont des noms. Exactement ce que je vous ai dit. Lui, on lui a juste dit que le club allait être bouleversé avec de nouveaux moyens, avec des capacités à jouer le titre, comme ça va être le cas avec l'officialisation du nouveau projet. Sauf que ce n'est pas arrivé pour les X et nombreux aléas dont je vous ai parlé. Donc, lui, eh bien, il confirme ce que je vous ai dit avant même qu'il prenne la parole depuis des mois et des mois. Je n'ai jamais demandé ces grands noms. Je voulais, en effet, juste gagner. Et en gros, on l'a trahi. Il dit le projet a changé. Mais Longoria n'a jamais parlé que le projet il changeait. Et donc, c'est bien que vous voyez les distorsions, mais il ne peut pas dire, ça c'est après c'est le secret des affaires, c'est le secret de tout ce qui se passe en coulisses vis-à-vis de ça, ce qu'on lui a dit très clairement que le club allait être vendu, puisqu'on lui a sans doute pas dit aussi clairement que ça. Par contre, le fait que le club évolue, grandisse, soit bouleversé, ça dit les choses, comme beaucoup d'agents qui sentent le truc changer. Donc oui, lui, il accuse à demi-mot Longoria d'avoir un peu menti, changé le projet. Il sait que certainement que ça dépasse largement Longoria, ce qui s'est passé derrière en coulisses à l'Olympique de Marseille. Et donc, voilà, il dit « Je regrette simplement de ne pas avoir réussi à convaincre le propriétaire ou Pablo de faire un pas en avant. » Donc, ça veut dire quoi, un pas en avant? Ça, c'est une des phrases assez incompréhensibles là, de Sampaoli. Je suis un obsessionnel, j'aurais été davantage frustré qu'heureux si j'étais resté. Bah oui, frustré parce qu'on lui a vendu quelque chose, un projet, avec de l'argent, avec des meilleurs joueurs à chaque fois, et là on pouvait plus lui garantir. Et donc c'est pour ça que je vous avais dit, Sampaoli, ça pue avant même qu'il parte, puisque déjà on savait que c'était son caractère volcanique, mais surtout par rapport au projet qui ne s'officialisait pas. Et après, quand son adjoint est parti une semaine avant lui, ça c'était les prémices aussi qu'il fallait voir venir. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Quand nous avons construit l'équipe avec Longoria, il y avait plein de difficultés aussi. Bah, ça, c'est clair, arrivé début 2021. Le résultat était un groupe compétitif. Bah oui, il y a eu plus de 100 millions d'euros d'investis dans l'achat de joueurs. Et à l'été 2021, il fallait continuer avec cette créativité, mais en faisant un pas de plus. C'est ce que j'espérais, mais je savais que cela coûterait. Et quand j'ai vu le nouveau directeur sportif qui préférait un autre type de joueur, Ribalta. Alors après, c'est assez marrant parce que Ribalta travaillait main dans la main avec Longoria et Longoria travaillait surtout est le vrai directeur sportif de ce club. Et c'est pour ça que le double casquette était resté ingérable pour lui avec le temps. Et donc, on est dans une situation où, eh bien, lui dit que c'est le fait que Ribalta, qui avait d'autres idées, allait l'amener à être en conflit. Ribalta n'a jamais vu quelqu'un d'aussi effacé à l'Olympique de Marseille, à part mettre certains tweets en privé à des supporters, on l'a peu remarqué. Ribalta n'a jamais pris la parole sur ces choses-là. Imposer certains joueurs, apparemment, de ce qu'on voit des transferts, il y en a eu peu. Bon, c'est pas possible en fait, ça tient pas sur la réalité d'un tel départ. Bref, voilà, pour le reste, dans l'interview aussi, il fait une gloire à Dimitri Payet, il explique qu'il est proche de lui, que c'est un joueur différent, un joueur, voilà,
Truc intéressant. Autre point sur lequel je voulais revenir, je regarde aussi vos messages. Tu as des nouvelles sur le départ de Longoria fin de mercato juin? Non, pas plus là-dessus. Je pense pas que je serai au courant de. Mais quand il s'en ira, on devrait voir en ligne de mire l'officialisation derrière. En tout cas, tout le monde l'espère. Donc, il n'y a pas de raison qu'il reste encore très, très, très longtemps. Voilà. Tu remets en doute les explications de Sampaoli? Non, je te dis juste que, bah, comme tout le monde, comme moi, il ne peut pas tout dire. Donc, on essaie de voir la face cachée derrière et ce qu'il sous-entend, tout simplement. L'explication, il ne peut pas tout dire, hein. Il y a aussi le secret de ce qui s'explique homme à homme, de ce qui se dit, de secret des affaires, comme je te dis, les coulisses d'une session, ces choses-là. Pourrait-il revenir pour de nouveaux projets? Ouais, ce serait quand même bizarre, encore une fois, de reprendre la suite. Et puis surtout, si tout le monde, comme France Bleu Provence, annonce que le nouveau projet s'effectuera avec l'arrivée ensuite de Zidane en manager général, je vois pas Zidane prendre les rênes pour faire venir Sampaoli, ça m'étonnerait. Mais ça, ce ne sont pas mes infos, c'est les infos de France Bleu Provence. Voilà. Yann Morvan qui comprend pas tout au film, et je peux te comprendre, mon cher ami, qui nous dit en attendant, c'est toujours McCourt qui est là et il viendrait à Monaco. Donc c'était à Marseille le match, hein, face à Monaco. S'il est plus propriétaire, il est toujours propriétaire, cher ami, puisque dans les papiers, jusqu'à une officialisation, c'est bien lui qui est propriétaire. Tout le reste, ça s'appelle une cession une cession d'entreprise avec une vente déjà en effet actée, réalisée, mais qui n'est pas rendue publique. Et donc en attendant, tu es propriétaire. Comme toi, si tu vends ta maison, tu vis dedans et tu en es propriétaire jusqu'à ce que tu la quittes. Mais pourtant, elle peut être déjà vendue. Et ouais, c'est tout le. Voilà, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr. Mais puisque tu as l'air un peu perdu là-dessus, je me suis permis cette toute petite parenthèse. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Penses-tu que Tessier et Benassia, directeur général, sera le nouvel organigramme? Ah non, Benassia, c'est pas un directeur général, c'est un directeur sportif, c'est un agent, c'est un homme de terrain, et pas de directeur général. Benassia n'est pas un directeur général. Tessier peut être, si Longoria partait avant l'officialisation, Tessier peut être le directeur général en attendant, mais pourquoi ne l'aurait-il pas fait en octobre alors? Et Tessier aurait pris la relève en attendant. Voilà, il faut tenir peut-être jusqu'à juin, peut-être jusqu'à début février, je ne sais pas. Voilà, mais Drogba 91 qui ne comprend pas non plus la situation, cher ami, n'hésite pas à monter en direct. Tant que tu n'as pas officialisé l'achat d'une société, d'un club, ben, tu n'apparais pas, tu n'achètes pas de joueurs, tu ne flambes pas ton argent, puisque c'est celui du futur ex-propriétaire. Voilà. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que Tessier va faire une chic Koulungi? Aucune idée, cher ami Ludo M, mais ça pourrait. Ce dont on entend beaucoup parler, donc c'est la vente de l'AS Monaco, la vente de l'Olympique de Marseille. Vous allez encore en entendre parler ce soir, parce que les amis du Média Carré, vous entendez comment ils font déjà les joueurs? Média Carré, ils disent c'est carré et les vidéos démarrent, qui cartonnent bien. Était notamment au match caritatif à Monaco. Bein Sport était aussi. Bein a interviewé un prince saoudien qui était sur place, qui a joué ce match. Et donc, Média Carré sort une vidéo en fin de journée aujourd'hui où ça parle de Marseille, ça parle de Monaco, ça parle de vente. Et vous verrez, pareil, entre les lignes, à demi-mot, ce qu'il en est. Et les Saoudiens sont toujours avec le sourire, avec les cœurs pleins les yeux. Là, avec les cœurs pleins les yeux, au moment de parler de Marseille. Bien sûr que les relations sont bonnes avec tout le monde, donc Monaco fait parler également. Général BK 93, bienvenue à toi. Merci d'avoir partagé la vidéo et on est de retour dans le Dash Foot. Donc la vente de l'AS Monaco, la vente de l'OM font parler. L'AS Monaco, c'est 66% Ribolo Blef, le reste, le prince de Monaco. Donc c'est un achat complètement différent, on le rappelle. L'AS Monaco, il faut s'entendre comme ça avec la principauté. Il y a des avantages fiscaux colossaux et en échange, vous avez marketing
mineurs, puisque rentrée d'argent, ce sont des partenaires de la principauté, mais personne ne vient pour l'ambiance, pour le public, pour vendre des maillots. C'est toujours le problème aussi avec les joueurs. Donc, c'est une situation très, très particulière, l'AS Monaco, qui trouvera sans aucun doute preneur pour ce rachat, avec une valorisation maximale, parce que Rybolovlev a racheté pour l'euro symbolique, a mis beaucoup d'argent, on se rappelle, hein, de tous ces transferts à l'AS Monaco. Il y a eu énormément de retours sur investissement aussi avec les ventes de Mbappé et de bien d'autres. Donc, Monaco, c'est une affaire qui tourne bien, qui est gérée intelligemment, qui sera donc vendue certainement à un très très bon prix. Et on verra les sommes affichées pour celles de l'Olympique de Marseille. Mais sachez-le bien, arrêtez de vous y perdre. J'ai fait une petite vidéo d'1 minute pour le rappeler sur mes différents réseaux hier soir. Arrêtez de vous y perdre. Il n'y a pas de compatriotes américains qui rachètent l'OM. C'est un consortium saoudien, CMA, et on verra l'influence indienne aussi en plus, puisque eux disent en coulisses qu'ils vont apparaître. On verra de quelle façon, on verra est-ce que c'est vrai. Mais donc, il n'y a pas de fonds américains vers l'Olympique de Marseille. Les seuls fonds américains qui peuvent apparaître dans le dossier, ce serait à la limite BlackRock, qui est un intermédiaire, qui est un petit peu dans tout ça et qui est apparu à plusieurs reprises, mais c'est pas eux du tout qui rachètent l'Olympique de Marseille. Donc, il y a encore une fois une zizanie, un bazar, la diversion, j'ai envie de dire, et beaucoup de supporters qui lisent trop d'articles tous les jours sur des sites plus ou moins sérieux, et ça part dans tous les sens dans vos têtes. Voilà. Quant aux grands médias, comme on parle Xanthos 31, eh bien, ils savent tout comme moi que de toute façon, toutes ces choses-là sont démenties jusqu'au jour d'une officialisation. On l'a vu de Margarita jusqu'à Nice, Paris Saint-Germain. Tant que ce n'était pas tombé, ça n'existe pas. On disait aux médias, il n'y a rien. Donc, quand vous travaillez avec les clubs tous les jours pour des interviews, des relations, etc., c'est compliqué d'aller à leur rencontre. C'est comme ça, c'est le jeu médiatique, et je suis en plein dedans aussi. Juju, si tu as... non, David Signoret, si tu as des questions ou des choses ou besoin d'un cours de rattrapage, tu montes en direct en visio, le lien est posté sur Twitch, et tu n'hésites pas. Ici, on ne vend aucun rêve, on est carré, on bosse le sujet tous les jours, encore une fois, avec honnêteté, transparence, et on est ouvert au débat. Qui dit mieux? Donc, au contraire, quand certains vendent du rêve en disant il y a des fonds américains qui arrivent, etc., je vous dis non, ça c'est sornette, il n'y a pas de fonds américains. Voilà, et concernant Franck McCourt, s'il voulait plus du club 12-13, depuis 1 an et demi, il serait là au moins tous les 3 mois à se gargariser de l'arrivée de légendes comme Sanchez, à venir présenter l'organigramme, à venir parler de ce club incroyable. Il était à Davos, en Suisse, au Forum économique, pas un mot sur le club encore la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Quelque chose que tu veux valoriser, que tu veux mettre en avant pour soi-disant toucher plus cher. Il veut beaucoup d'argent et ça n'a aucun sens ce que vous dites, puisque ce n'est pas le cas de la réalité de ce qui est montré. Voilà. Et oui, le club a été valorisé sur les 2 ans avec le cahier des charges dont on a souvent parlé, mais c'est parce que c'est déjà dealé, c'est déjà négocié, c'est déjà acté pour la suite. Voilà. Jonathan, je ne sais pas encore, prochainement, avec plaisir, mais là, il n'y a rien de prévu, pas de venue à Marseille de prévu dans les prochains jours, qui pas mal d'obligations parisiennes en ce moment. Mais avec grand plaisir. Quand Longoria a eu des problèmes, soi-disant, son président chouchou a été molesté, agressé, intimidé, porte plainte, ça remonte jusqu'au ministère de l'Intérieur, etc. Ma courte aux abonnés absents. Bref. Benatia sert à quoi? Elle sert à la suite, puisque Longoria est beaucoup moins impliqué dans le mercato. Ce sont que des pistes Benassia actuellement. Donc Benassia est le directeur sportif là de la suite actuellement. Voilà. Alors que penses-tu des transferts bidons en ce moment? Ça n'a aucun sens. Je crois c'est la fin d'une ère à l'Olympique de Marseille et qu'on détricote. C'est sauf qui peut. On l'a vu au niveau de la direction. Iriondo, Ribalta, Frio, direction sportive aussi complètement chamboulée. Benassia, prestataire extérieur. Donc Alex Surio, si tu as la mémoire courte, il n'y a aucun problème et tu as le droit d'être perdu face à ce flot d'informations et de diversion et d'infos contradictoires. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je fais juste mon travail. Donc,
La réalité, elle est là, et avec des informations très très haut placées dans divers pays et à divers niveaux. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ultra ultra serein avec ce qui arrive. Mais il fallait faire un point là-dessus parce que encore une fois, c'est parti dans tous les sens. Et ce soir, l'interview que je vous ai révélée sur le Média Carré qui va tomber vers 18h vous fera, c'est vers 18h l'UDOM, que c'est prévu, va faire encore un rebond et des articles et parler, etc., etc. Voilà les amis. Après, tout le football, c'est du rêve, sinon ça n'a pas de sens. Oui, ce sont des émotions, c'est de l'humain, c'est une incroyable aventure humaine, c'est en effet des étoiles plein les yeux, peut-être surtout pour les enfants, etc., etc. Quel intérêt de détricoter à ce point, en quoi ça valorise le club? Parce que le club a déjà été valorisé, donc il y a des points nouveaux, des actifs qui ont été entérinés, et là tu détricotes à la fin, soit pour que certains s'en mettent un petit peu dans les poches, soit pour ça peut y avoir X raisons en effet dans un cadre de retour sur investissement pour certains. Ça peut être, il y a X raisons qui peuvent faire que qu'il y a un sauf qui peut comme ça final. Comme il y a beaucoup de gens aussi qui sont au courant de ce qui arrive, ben, tu vas voir ailleurs avant d'être dans la lessiveuse. Voilà, il y a plein, ça arrive dans toutes les entreprises, sur ce type de choses. L'OM a réussi l'exploit de mettre une équipe recrutement en place, les faire bosser presque 2 ans, ensuite les refiler à Lyon pour qu'ils en profitent. Ouais, oui. Est-ce que là, le recrutement lyonnais est uniquement le fait de la nouvelle cellule de David Friot, de Mathieu Louis-Jean, peut-être pas uniquement, Textor aussi aime bien ça. Puis en effet, quand tu as des moyens et que tu es libre, la cellule de recrutement de l'OM, honnêtement, c'est Longoria. Donc, c'était pas ultra limpide avec Frio, c'était voilà, l'OM, ça travaillait autour de Longoria. Soso After. Par contre, je me permets d'intervenir, Thibaut, parce que normalement, la valorisation du club, c'est avant la vente. La vente, elle n'a pas eu lieu encore officiellement. Et la valorisation du club permet de le développer. Et que les personnes qui s'en aillent sur des bonnes notes. Si tu vois ce que je veux dire. Ça peut jouer aussi dans une négociation. On ne peut pas partir maintenant. Il y a le feu, il y a les banderoles. L'équipe est catastrophique. La valeur active est zéro. On partira quand au moins il y aura des feux verts. Voilà, si je me suis fait comprendre. Pourquoi avec toutes les conférences de presse qu'il y a aucune question n'est posée? Alors, je dirais pas qu'aucune question n'est posée, il y en a, mais on va rappeler le système de conférence de presse. Tu as une dizaine, quinzaine, vingtaine de journalistes dans la salle, un micro, le service de communication fait passer le micro à ceux qui lèvent la main. Tout le monde lève la main. Donc, tu as les journalistes de confiance qui travaillent avec le service com et le club depuis des années, qui ont plus le micro que d'autres. Ça s'est vu aussi, par exemple, la grande émission la semaine dernière d'Emmanuel Macron en direct avec les journalistes. Il y a plein de journalistes le lendemain, le soir même, qui ont tweeté en disant « Ah bah, j'ai levé la main toute la soirée, j'ai pas eu le micro. » Voilà, donc de là à dire que les questions sont, vous voyez, en avance et préparées, que c'est du théâtre, non, c'est pas ce qui arrive, mais on sait à qui on donne le micro, on sait comment ça se passe. Si tu as le don un jour de poser une petite question en privé ou en public ou sur Twitter qui agace, qui dérange, ou on se dit ouais, mais sur quoi il veut aller lui, il nous saoule, c'est pas de bon ton, et ben le club est plus puissant aujourd'hui que les médias, et le club va te dire bah on t'accrédite pas là, au prochain match, il y a plus de place, t'auras pas telle interview, etc., etc. Ça se passe comme ça. C'est un peu le jeu de chat à la souris. Donc oui, si demain j'arrive et que j'explique toutes les questions qu'il y a qui se sont posées depuis 2 ans, oui, j'aurai pas le temps de finir mes questions, qu'on me dira non, mais c'est pas le sujet. Voilà, ou alors ils répondront complètement à côté sur oh, ça sort de votre imagination, des choses comme ça. C'est le jeu, mais c'est le jeu, et je serais à leur place, certainement que je ferais pareil. Voilà. Ça ressemble surtout à il y a toujours une excuse pour repousser. Après, je ne suis pas maître des affaires, c'est pas moi qui décide de ça. Et
et tu verras que non, ça va finir par tomber. Une restructuration massive toujours annonciatrice d'une vente, ça c'est assez clair. Jamais un homme d'affaires ne restructure lui tout seul tout d'un coup, c'est-à-dire qu'il se remettrait lui-même en cause sur la totalité de ses choix, là, ce qui a été le cas à Marseille. Question un peu bête, il n'y a pas de question bête à Sky. Bon, attends, je vais la lire quand même. Mais est-ce que les joueurs en interne au club ont des informations sur les échéances à venir? Non, ça se passe pas comme ça, déjà parce que les joueurs jouent et se posent pas forcément les questions. Mais des agents, des gros agents, plein d'agents qui m'en parlent d'ailleurs, comprennent ce qui arrive sans aucun problème. On parle-t-il derrière à des joueurs, à leurs joueurs? Pas forcément. Certains joueurs peut-être s'intéressent à ce type de sujet et vont poser les questions. Il y a même des journalistes qui s'intéressent même pas au sujet, qui se posent pas de questions là-dessus. Donc c'est c'est voilà, c'est une vaste question et qui est très personnelle. Voilà, on ne peut pas faire de généralité là-dessus. Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien. Donc ce n'était pas une question bête. Question peut-être bête, mais ça va avec les questions bêtes aujourd'hui. Il n'y a pas de questions bêtes. Seulement si tu le sais, m'éclaircir sur un point avec l'OM que je supporte. Pourquoi ne font-ils pas les au revoir dignes de leur nom ou de belles présentations dans le stade pour les joueurs méritants? Ah bah ça c'est, vous savez, même dans les grosses structures, dans les grands clubs, ça peut, salut Ludo Spanish, le Vichysois, ça peut dépendre d'une personne qui a la patte, qui a l'envie, qui dit là il faut faire ça et puis on valide. Parfois dans d'autres structures, personne n'a l'idée, personne n'a l'altruisme, personne a l'envie de faire ça, ou quand tu fais ça, tu te dis attends, on met le pied dans un truc, on va falloir le faire à chaque fois, ça va poser question si on ne le fait pas pour un autre, les égos vont être froissés, donc on ne le fait pas du tout, comme ça au moins les égos ne sont pas froissés. Quand on voit à Paris qu'ils ont commencé à le faire pas mal, puis finalement ils l'ont pas fait pour Thiago Silva ni Cavani, c'était la honte. Parce que les mecs ont marqué l'histoire, et puis c'est quand même, même en dehors de la question PSG, c'est des immenses joueurs. Donc tu te dis, mais la question ne se pose pas. Et pourtant, ils l'ont pas fait. Donc là, que l'OM n'ait pas fait de revoir un mec comme Mandanda, ou alors ridicule, un demi-tour de terrain un peu comme Payet ou Guendouzi ou d'autres, le problème, il est où est-ce que tu mets le curseur du au revoir? Il y a eu des joueurs aussi où on t'enlève les numéros de maillot et tu te dis, putain, mais il ne mérite pas quand même qu'on enlève son numéro de maillot. Donc, c'est ça tout le problème pour un club, c'est les égos. C'est de dire, bon, Mandanda, alors ok, on va lui faire une super sortie parce que c'est un mec super et puis qu'on l'a kiffé et qu'il était avec nous. Et puis en fait, il y en a d'autres qui vont dire, ah ouais, mais Barthez, on n'a pas fait une super sortie comme ça. Et Olmeta, en fait, à l'échelle d'un Mandanda, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu vois, et donc ça pose trop de questions et du coup les clubs disent basta. Il y a trop de, ça pose trop. En fait, il faut assumer ton truc jusqu'au bout et y aller et pas te poser de questions sur le regard extérieur. C'est ça qui est compliqué, mais tu auras peut-être toujours un chef pour faire. Pour poser une question là-dessus. J'aimerais bien ton avis sur l'usage du conditionnel dans l'article du Monde. Le conditionnel ne gêne pas dans le Monde. Bien sûr que j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, Prod des zéros, et que là, il y a dans l'article du Monde, il y a 2 phrases qui concernent l'OM en 4 colonnes, en 3 pages, 2 pages. Donc, encore une fois, on peut vous le montrer, c'est dans ma vidéo d'hier, mais il y en a beaucoup qui se perdent un petit peu tout seuls, parce que les fonds américains fous de foot, voilà le dossier, il y a donc une phrase ici pour dire à Marseille et à Toulouse, les propriétaires actuels, eux aussi américains, s'activent pour céder leur place à des compatriotes. Ce qui est donc faux à Marseille. Mais moi j'ai dit s'active, j'ai même pas été au bout, c'est s'activerait, pardon. Oui, c'est s'activerait, c'est du conditionnel. Voilà, ça c'est la seule phrase donc sur l'Olympique de Marseille, ça s'arrête ici. McCourt est donné partant depuis des mois, c'est la réalité. Ensuite, il faut aller plus loin pour retrouver une autre phrase sur l'OM. C'est la fin de l'article où on nous dit face à cette ascension donc du PSG, ça parle de la Deloitte Football League dont je vous parlais tout à l'heure. Face à cette ascension chez le grand rival, Marseille, nombreux sont les supporters qui verraient d'un bon œil l'arrivée des Saoudiens au Vélodrome. Donc le truc, sans que ni tête, tout d'un coup, la conclusion, c'est que les Saoudiens seraient les bienvenus d'après les supporters. Mais oui,
pu se renseigner auprès de mon enquête. Et le seul truc sur les Saoudiens qu'il y a, c'est donc ce bas de page sur les investissements sportifs, article que tu peux écrire chaque mois, puisque ça nous parle du Dakar, du catch, de la F1, de la MMA, etc., et de l'emprise de l'Arabie Saoudite sur le sport actuellement et pour les 10-15 prochaines années. Donc voilà, oui, le monde n'a pas fouillé là concernant la vente OM, et certains se sont fait des grandes idées à partir d'une phrase conditionnelle et d'une phrase et d'une conclusion qui n'ont même pas été liées. Voilà, les amis, donc concernant le monde. Voilà. BlackRock, c'est qui ce BlackRock? Ouais, tu vas voir sur Google, c'est un énorme fonds américain qui gère des sessions, qui fait intermédiaire, voilà, on n'a pas entendu parler d'eux dans la vente. Si, BlackRock, j'en ai parlé fréquemment, c'est un des fleurons américains, ils sont un peu dans tout, vous savez, comme les Saoudiens, là, dans tous les conseils d'administration et tout. BlackRock, tu les vois apparaître dans plein de choses. C'est comme le PIF, quoi, ils sont intégrés partout. Le PIF, le fonds souverain saoudien. Donc voilà, mais ils ont pris part, mais c'est absolument pas un acheteur. D'une certaine façon, et je ne sais même pas laquelle, ça devient beaucoup trop technique. Ils ont pu prendre part au deal financier, mais voilà. Ça répond pas du tout à ma question. Ça répond pas du tout à ta question. Alors, on va essayer d'y revenir. Sur ta question, cher ami, prod des zéros. J'aimerais bien ton avis sur l'usage du conditionnel dans l'article du Monde. S'ils ne sont pas sûrs d'eux, ils utilisent le conditionnel. Le conditionnel te jette dans le monde? Non. Il y a beaucoup d'articles avec l'utilisation du conditionnel parce qu'ils ne sont pas sûrs. Et donc, ils n'ont pas fouillé plus que ça, puisque ce n'est pas un article sur l'Olympique de Marseille. Quand Berger et Blanza utilisent le conditionnel eux aussi, ça ne te gêne pas. Donc non, ça ne me gêne pas, puisque je viens de te répondre que ça ne me gênait pas. Je te dis juste que ça montre qu'il n'y a pas de garantie. Quand Berger donne rendez-vous en janvier, il donne rendez-vous en janvier. Quand Blanza dit s'il y a vente, il y aura Zinedine Zidane, moi je te dis il y aura vente, donc lui il te dit il y aura Zidane. Tu vois, c'est la différence. Mais donc ça me gêne pas dans un article journalistique d'utiliser le conditionnel, et moi j'utilise le conditionnel tous les jours avec le mercato, puisqu'en une nuit tout change au niveau du mercato. Est-ce que j'ai des informations sur la vente de Toulouse? Non, pas plus, à part que c'est validé. Toulouse a démenti, donc peut-être que c'est pour que ce soit annoncé en fin de saison, j'en sais rien. Ou une fois que le maintien est acquis, peut-être que c'est une clause de la finalisation de ce deal de vente. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps d'aller chercher plus loin. Énergie 9711, j'aimerais beaucoup mettre les Dash Foot en podcast, en effet. Malheureusement, je pense que le son est d'assez bonne qualité pour le faire, même si l'image peut être importante dans certaines émissions. Mais malheureusement, faute de temps, pour l'instant, c'est un projet qui est en stand-by. Il faut absolument que je me fasse épauler de quelqu'un qui fasse du montage, pour un peu de l'animation vidéo, pour me libérer du temps, et pourquoi pas, par exemple, faire ce travail-là aussi, de mettre en ligne le podcast de l'émission tous les jours à 14h. Ça peut être une idée, mais il faut que je mette l'annonce sur mon LinkedIn ou des choses comme ça pour faire avancer, en effet. Voilà, les amis. Nicky Larson, tu as des informations sur la vente de l'étoile sportive de La Ciotat? Pas encore, Nicky Larson, mais je peux essayer de me renseigner pour toi. J'aime beaucoup La Ciotat et je connais du monde là-bas. On pourra s'en parler. Voilà, les amis. On a fait le tour de toutes les questions de cette émission. Matic, Merlin, Aïdara, le Deloitte Football Money League, Sampaoli qui livre sécurité, que faut-il comprendre, également l'imbroglio Benzema que je vous ai révélé en exclu vendredi dernier, Bouffal, rebelote, la CAN, les déceptions, les huitièmes, les désillusions. On a fait un grand et beau Dash Foot. Le prochain Dash Foot, c'est demain, midi et demi, 14h, et 14h03. Profitez-en pour les dernières questions du jour,